Le Texas. L'Amérique des cow-boys. Un État qui rime avec patriotisme et franc-parler. Ses habitants sont fiers d'être américains, mais peut-être encore plus d'être texans. Et ils n'hésitent pas à le dire. Ils habitent dans le plus vaste État d'Amérique du Nord après l'Alaska, une région de contrastes et d'infinies richesses. Avec des forêts luxuriantes, des villes modernes et clinquantes, et un ancien bassin qui dissimule un trésor dans ses profondeurs. Au Texas, des plages immaculées bordent des kilomètres de côte. Et le soleil brille sans relâche sur un désert aride que seuls les plus courageux osent braver, tout près d'une frontière sous étroite surveillance. Cet État a connu la tragédie et la victoire. À Dallas, les balles d'un assassin ont changé le cours de l'histoire. À Fort Alamo, le sacrifice d'un groupe de révolutionnaires texans a permis de faire un pas vers l'indépendance. Ancienne colonie, puis république autonome, avant d'intégrer les États-Unis, le Texas a tracé son chemin vers la liberté et s'affiche fièrement comme l'État de l'étoile solitaire. Entre 1821 et 1830, le deuxième plus grand État d'Amérique commence petit, avec un certain Stephen Fuller Austin. Ce pionnier conduit 300 familles jusqu'aux rives du fleuve Brazos pour fonder la première colonie américaine dans ce qui est alors un État mexicain. Surnommé le père du Texas, Austin devient une figure historique. Une statue en son honneur domine la ville d'Angleton. À l'arrivée des colons, le gouvernement mexicain leur offre 1800 hectares pour y construire des fermes. En échange, ils doivent payer quelques dollars et jurer fidélité à l'État du Mexique. Mais la situation dégénère quand les autorités mexicaines commencent à restreindre les droits des colons. La crise entre les Américains et les Mexicains atteint son paroxysme dans les années 1830. Et le 2 mars 1836, des hommes venus de toute la région se réunissent dans une petite cabane au bord du fleuve Brazos, dont voici une réplique. Ils rédigent et signent une déclaration d'indépendance pour se libérer du joug du Mexique. La République du Texas est née. Mais c'est aussi une déclaration de guerre en pleine révolution texane. L'une des batailles les plus célèbres de cette révolution se déroule ici, durant le siège de Fort Alamo. Cette ancienne mission catholique dans le centre-ville de San Antonio n'est plus assiégée que par les touristes. Mais en mars 1836, au moins 189 rebelles texans sont barricadés à l'intérieur, dont le légendaire Davy Crockett. La bâtisse est cernée par une armée de 1800 hommes menée par le général Santa Anna, alors président du Mexique.
Santa Anna somme les Texans de se rendre où il donnera l'assaut. Les colons refusent, et le 6 mars, après 13 jours de siège, l'armée mexicaine passe à l'attaque. Les Texans sont en minorité, et l'offensive se termine en bain de sang. Ceux qui ne meurent pas sont exécutés. Malgré cette défaite sanglante, les Texans ne renoncent pas. C'est en périphérie de Houston, sur le champ de bataille de San Jacinto, qu'ils gagnent enfin leur indépendance. Un mémorial commémore ce jour du 21 avril 1836 où les révolutionnaires ont pris leur revanche. Menés par le général Sam Houston, ils prennent le dessus sur les Mexicains, malgré leur infériorité numérique, et capturent même leur chef Santa Anna, qui se rend et qui accorde au Texas son indépendance. La nouvelle République du Texas reste autonome pendant presque 10 ans. Sam Houston, le héros de la Révolution, est élu premier président. Mais les autorités ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une capitale. En 1839, la ville de Waterloo sur le fleuve Colorado est choisie et rebaptisée en l'honneur de Stephen Fuller Austin. Aujourd'hui, Austin est la capitale du Texas, dont elle abrite le Capitole. Malgré la victoire des Texans, les hostilités avec le Mexique se poursuivent. Elles les contraignent à accepter la proposition du gouvernement fédéral de devenir le 28e État des États-Unis en 1845. Mais il faut attendre le 2 mars 1885 pour que la première pierre du très imposant Capitole soit posée. Il est à la mesure de ce qui est alors le plus grand État américain, avant l'entrée de l'Alaska dans l'Union. Il est construit sur l'un des points culminants de la ville. Le bâtiment en grès et en granit est surplombé d'un dôme censé être plus grand que celui de Washington. Au sommet, la déesse de la liberté brandit l'étoile du Texas. Les travaux au coût exorbitant sont payés en parcelles de terre et non en espèces sonnantes et trébuchantes. Le bâtiment ouvre ses portes au public en 1888. Au début des années 1990, le bâtiment d'origine ne suffit plus à accueillir l'administration texane. Les architectes construisent une extension souterraine derrière le Capitole. Vu du ciel, le puits de lumière central est une réplique du dôme à l'envers. Aujourd'hui, ce Capitole reste le symbole d'un État fier. Mais au-delà de son héritage historique, Austin est une ville à l'atmosphère singulière, notamment aux alentours de la 6e rue. Dans les années 1960, c'est un quartier malfamé, peuplé de vagabonds. Puis dans les années 70, quelques habitants commencent à rénover le quartier et à organiser des concerts dans les bars. La 6e rue devient le centre d'une nouvelle scène musicale bouillonnante, où défilent des artistes comme Buddy Holly et Willie Nelson. Ce nouvel élan pour Austin est dû en partie aux étudiants de l'Université du Texas. L'établissement ouvre ses portes en 1883 avec 221 inscrits et un bâtiment unique inachevé. Aujourd'hui, ils sont plus de 50 000. Parmi les anciens étudiants, on compte la chanteuse Janis Joplin, les acteurs Owen Wilson, Matthew McConaughey et Renée Zellweger. Cette université prestigieuse a été le théâtre d'un événement dramatique au siècle dernier, qui a profondément marqué les esprits. Il se déroule sur l'esplanade centrale du campus.
au pied de cette horloge de près de 95 mètres de haut. Le 1er août 1966, à 11h48, 2 étudiantes et un professeur s'effondrent au milieu de l'esplanade, touchés par un tireur invisible. D'autres étudiants sur le campus et des passants dans une rue fréquentée sont blessés et tués. Ils tombent sous les balles d'un ancien marine, barricadé au sommet de la tour avec un véritable arsenal militaire. La police et les tireurs d'élite tentent de le neutraliser pendant près d'1 heure et demie. Parmi les centaines de coups de feu échangés ce jour-là, certains ont laissé des traces sur la façade. Quand la police parvient enfin au sommet de l'horloge, le tireur a déjà fait 16 victimes et blessé 32 personnes. Aujourd'hui, les visiteurs de la tour doivent passer un portique de sécurité. C'est l'un des rares endroits de l'État, avec les aéroports, où les Texans ne peuvent pas pénétrer armés. La majorité du Texas actuel faisait partie du Mexique colonial, également appelé Nouvelle-Espagne. Seul le Rio Grande faisait obstacle aux voyageurs. Aujourd'hui, la frontière entre le Texas et le Mexique est l'une des plus sécurisées au monde. Et notamment ici, à El Paso. Les douanes et la police des frontières effectuent des patrouilles régulières en hélicoptère. C'est l'un des postes frontières les plus fréquentés des États-Unis, même s'il est particulièrement isolé. Il se trouve à 900 km à l'ouest d'Austin, dans le désert qui borde le Rio Grande. La frontière suit la trajectoire du fleuve, en passant par la ville d'El Paso. Au XVIe siècle, les explorateurs espagnols baptisent la région El Paso del Norte, le passage du Nord, en raison d'un col de montagne qu'ils empruntent pour aller vers le nord. Pendant des siècles, la ville est le point de rencontre des voyageurs entre le nord et le sud, jusqu'à ce que la guerre américano-mexicaine et une nouvelle frontière la coupent en deux. Du côté américain, la ville est renommée El Paso et devient Ciudad Juárez côté mexicain. Compte tenu de leur isolement, elles restent très dépendantes l'une de l'autre pendant de longues années. Mais quand le trafic de drogue fait de Ciudad Juárez l'une des villes les plus dangereuses du monde, les autorités américaines redoublent d'efforts pour sécuriser la frontière. Toute la difficulté est d'agir sans ralentir le passage des véhicules, crucial pour l'économie des deux pays. Aujourd'hui, la sécurité est assurée par des barrières, des appareils de surveillance high-tech, des patrouilles canines et des hélicoptères. À El Paso, rien n'est laissé au hasard, ce qui n'est pas le cas partout le long de la frontière américano-mexicaine. En aval de la ville, le Rio Grande traverse des étendues désertiques sans personne pour monter la garde. Les seuls obstacles sont les parois abruptes du canyon de Santa Elena. Ceux qui tentent de traverser par le désert ont moins de risques de rencontrer la police des frontières ici qu'à El Paso. Mais beaucoup meurent de déshydratation ou d'une morsure de serpent. Voilà pourquoi les clandestins et les trafiquants tentent souvent leur chance à El Paso, même si les risques de se faire arrêter sont plus élevés. Au XVIe siècle,
les conquistadors espagnols partis chercher de l'or franchissent le Rio Grande. Pendant 200 ans, ils colonisent ces terres arides au nom de leur souverain et ils construisent des missions pour tenter de convertir les Amérindiens à leur dieu. Certaines de ces colonies deviendront de grandes villes texanes. C'est le cas de San Antonio. La mission San José y San Miguel de Aguayo se trouve à 2 pas du centre-ville. En 1720, cette mission n'est encore qu'une minuscule bâtisse. Mais en 50 ans, les franciscains construisent une église imposante avec son haut clocher et sa porte baroque. Elle est rapidement connue dans le Nouveau Monde comme la reine de toutes les missions. Entre 1718 et 1836, la petite ville de San Antonio se développe et devient un carrefour commercial important. 2 siècles plus tard, le mélange de cultures latines et anglo-saxonnes lui confère toujours une atmosphère spéciale. Mais la ville n'aurait pas ce visage sans l'intervention d'un architecte visionnaire, Robert Hugman. Après la crue de la rivière San Antonio en 1921 et des inondations meurtrières, la municipalité décide de détourner la voie d'eau de sa trajectoire. Mais Robert Hugman a une meilleure idée. Construire un canal en pleine ville et en faire un lieu de détente. Cette promenade de 4 km est baptisée Riverwalk et c'est aujourd'hui une attraction à part entière. Au-delà de la ville de San Antonio, l'Ouest américain semble s'étendre à perte de vue. Soudain, les grandes plaines monotones s'arrêtent net, au bord d'un précipice. De mystérieux pics rocheux appelés Houdous ou cheminées de fées montent la garde à l'entrée d'un étrange domaine. Le canyon de Palo Duro. La rivière qui traverse la région et le climat texan ont sculpté ses gorges. Les couches colorées de roches sédimentaires déposées il y a environ 250 millions d'années se sont retrouvées mises au jour. Le résultat, un paysage en technicolor. Le décor idéal pour un western hollywoodien. Au-delà du canyon de Palo Duro, un paysage de mythes et de légendes s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Il évoque l'âge des pionniers, une époque sans foi ni loi. Quand les colons commencent à arriver en masse dans ce nouvel État, ils chassent les Amérindiens de leurs terres ancestrales. Lorsque les Amérindiens ripostent, la cavalerie américaine envoie des troupes spéciales pour aider les colons. Elles débarquent ici, à Fort Davis, dans l'extrême ouest du Texas. Le fort est construit en 1854 et abandonné pendant la guerre de Sécession. Les Amérindiens démontent les bâtiments pour récupérer le bois. Mais après la guerre, en 1867, la cavalerie revient et entreprend de reconstruire le fort. Il compte de nouveaux quartiers pour les officiers, un hôpital flambant neuf et des casernes pour accueillir une toute nouvelle catégorie de soldats. Des Afro-Américains surnommés Buffalo Soldiers par les Amérindiens. Par leur intervention militaire, ils jouent un rôle important dans l'intégration des Afro-Américains aux États-Unis. Ce sont aussi les premiers régiments noirs de l'armée américaine en temps de paix. Ils participent activement à la conquête de l'Ouest, puisqu'ils construisent des routes pour les nouveaux arrivants et les protègent des attaques indiennes. À la fin des années 1880, les colons ont totalement repoussé les tribus indigènes de la région.
Fort Davis est abandonné à nouveau en 1891, quand les soldats noirs sont envoyés se battre ailleurs. Ils laissent derrière eux un État au nouveau visage, une région de ranch immense, aux mains des cow-boys. Même s'ils ne sont pas les premiers à élever des bêtes par ici. Ces ranchs, tels qu'on les connaît aujourd'hui, étaient espagnols ou mexicains avant la Révolution texane, comme celui-ci, l'un des plus vastes au monde. En 1853, Richard King et son associé Gideon Lewis achètent une petite ferme sur une ancienne concession espagnole. Quelque temps plus tard, ils la fusionnent avec une autre propriété. Aujourd'hui, l'exploitation est toujours en activité et gérée par les descendants de Richard King. La maison principale, avec ses meubles luxueux, semble tout droit sortie d'un décor de cinéma. La famille ne l'ouvre au public qu'en de très rares occasions. Les cow-boys, surnommés Los Quineños, les hommes de King, vivent plus modestement. Ils s'occupent des 50 000 têtes de bétail qui rapportent des fortunes aux propriétaires du ranch. L'exploitation prête aussi son nom à un ensemble de produits dérivés. À l'époque de Richard King, les cow-boys doivent rassembler les bêtes et les conduire à des centaines de kilomètres au nord. Ils suivent alors la piste Chisholm. Elle part de San Antonio, traverse le Texas puis l'Oklahoma, se sépare et se termine à Ellsworth et à Billings, dans le Kansas. De là, les trains acheminent les bêtes vers les abattoirs des grandes villes comme Chicago et San Francisco. À Waco, quelques hommes d'affaires texans profitent des convois de bétail pour gagner un peu d'argent sous prétexte de stimuler l'économie locale. Ils font construire un pont sur le fleuve Brazos pour faciliter le transport des vaches et des cow-boys et font payer un droit de passage. Lors de son ouverture en 1870, c'est le pont suspendu le plus long à l'ouest du Mississippi. Il rapporte à ses propriétaires des fortunes colossales et contribue à l'essor de Waco en faisant passer les troupeaux à travers la ville. Mais le système de péage est très controversé. Et suite à une longue bataille judiciaire, le pont est finalement cédé au comté et devient gratuit en 1889. Les Texans n'ont plus à conduire leurs bêtes jusqu'au Kansas, mais le métier de cow-boy est resté un mode de vie dans la région. Comme ici, non loin de Truscott. Ces cow-boys sont venus des ranchs voisins pour prêter main forte à Colton Daniel. Ils rassemblent ces bêtes depuis l'aube et vont continuer jusqu'au coucher du soleil. Les Daniel élèvent du bétail au Texas depuis le 19e siècle. Mais les méthodes ont considérablement changé. Aujourd'hui, ils se servent d'un téléphone portable pour retrouver leurs vaches égarées. Mais l'image traditionnelle du cow-boy texan qui chevauche à travers les grandes plaines avec son Stetson sur la tête est toujours bien vivante. Un homme a très largement contribué à rendre cette image populaire dans le monde entier. Un garçon de la campagne devenu 37e président des États-Unis. Lyndon Baines Johnson. Lyndon Johnson naît et grandit au Texas. Ce ranch au bord de la rivière Pedernales, à l'ouest d'Austin, est la maison familiale qu'il occupe avec sa femme. En 1963, quelques semaines après son investiture, il organise un grand barbecue sur sa propriété
en guise de dîner officiel pour le chancelier ouest-allemand Ludwig Erhard. Il fait construire une piste et un hangar sur ses terres pour accueillir l'avion présidentiel. Il se prête facilement au jeu des journalistes et contribue à remettre la vie de ranch au goût du jour. Ce lieu est souvent considéré comme sa maison natale. En réalité, il naît dans une maison plus modeste, non loin de là. Son père aussi fait de la politique au niveau local. Lyndon Johnson fréquente cette école à classe unique avant d'enseigner lui-même quelque temps et de se lancer en politique. En 1951, sa tante lui offre un petit lopin de terre à Pedernales où il fait construire son immense propriété, signe de sa réussite sociale. Elle a très peu changé depuis cette époque. Le couple Johnson est enterré dans le cimetière sur les terres du ranch. Quand le soleil se lève sur l'ouest du Texas, on pourrait se croire des millions d'années en arrière. Des paysages hostiles et désolés s'étendent à perte de vue, comme ce désert aride aux confins de l'État. Cet univers impitoyable n'a pas empêché des hommes de venir s'installer ici, et en masse. Le Texas est le deuxième État le plus peuplé du pays, après la Californie. Même au fin fond du désert, les Texans ont réussi à créer de la vie là où rien ne pousse. De la luzerne est cultivée sur cet ancien lit de sel, grâce à une source souterraine et un système d'irrigation à pivot central. Près d'un quart des Texans habitent à proximité de ce littoral qui s'étire sur 560 km entre la Louisiane et le Mexique. Pourtant, les plus belles plages du Texas se trouvent sur de petites îles barrières tout près du rivage. Des kilomètres de dunes, de vagues et de sable. La plus convoitée est Padre, l'île barrière inhabitée la plus longue au monde. Les habitants de l'État viennent s'y évader et découvrir un visage méconnu du Texas. Au-delà de ces dunes, les marais et les lagons grouillent de vie. Ils abritent des espèces animales et végétales menacées. Mais cet environnement est aussi vital pour les hommes. Quand des cyclones balaient le golfe du Mexique, ces îles longues et étroites absorbent l'essentiel des tempêtes et protègent les villes côtières. C'est entre autres pour cette raison que les fondateurs de la ville, sur l'île de Galveston, prennent un risque énorme quand ils décident de la construire dans les années 1830. Ils veulent en faire un port prospère. Et pendant quelque temps, leur pari semble gagné. La ville connaît un essor spectaculaire. Des demeures élégantes apparaissent, comme Ashton Villa, l'une des premières maisons en briques construites au Texas. Le fer forgé utilisé pour son balcon aurait été acheminé en bateau de Philadelphie. C'est ici que le 19 juin 1865, le général Gordon Granger annonce publiquement l'émancipation des esclaves de l'État du Texas. Plus de 2 ans après la déclaration du président Lincoln. L'événement est commémoré chaque année sous le nom de Juneteenth. Dans les années 1880, Galveston est la plus grande ville de l'État et l'une des plus riches du pays, grâce au commerce florissant du coton. Son architecture témoigne de cet âge d'or, mais le vent ne tarde pas à tourner. Le 8 septembre 1900,
l'un des ouragans les plus meurtriers de l'histoire américaine frappe cette île de plein fouet, avec des rafales à plus de 200 km/h. Plus de 8000 personnes trouvent la mort et un tiers de la ville est détruit. Beaucoup pensent que Galveston ne se relèvera pas. Une digue de 5 mètres de haut est érigée pour la protéger des futurs ouragans, mais la ville ne connaîtra plus jamais la gloire. Notamment en raison d'une voisine ambitieuse qui lui fait de l'ombre. Houston. En 1836, John et Augustus Allen fondent cette ville et lui donnent le nom du premier président de la République du Texas, élu la même année. Les deux frères pensent que sa situation sur les rives du Buffalo Bayou en fera le plus grand port du Texas. Mais ce n'est qu'en 1913 que leur prophétie se réalise, quand le bayou et la baie de Galveston sont enfin dragués pour créer un canal. Ils permettent aux bateaux en provenance de l'océan de faire escale à Houston. Et sa voisine, Galveston, se retrouve négligée. Aujourd'hui, le canal est toujours très fréquenté. Le pont Fred Hartman, inauguré en 1995, permet le passage de cargos toujours plus imposants. Il est suspendu à 55 mètres de haut. Il garde l'entrée de la 4e plus grande ville des États-Unis, grand centre économique et métropole ultramoderne, qui a dû se reconstruire après la terrible tempête tropicale Allison en 2001. C'est également à Houston que se trouve le centre spatial Johnson de la NASA. Depuis 1963, la plupart des missions dans l'espace sont commandées de cette salle de contrôle. C'est le cas en avril 1970, quand une explosion se produit à bord du vaisseau Apollo 13. C'est alors qu'est prononcée la phrase devenue célèbre « Houston, on a un problème ». Mais souvent au Texas, les explosions ont lieu sur la terre ferme. Car l'État est un grand centre industriel pétrochimique et beaucoup de sites sont potentiellement à risque. La plus grande raffinerie des États-Unis se trouve ici, en périphérie de Houston. Plus de 5000 personnes travaillent sur ces 1300 hectares, où sont raffinés jusqu'à 573 000 barils de pétrole par jour. Des centaines de sites industriels comme celui-ci sont éparpillés dans tout l'État. Il suffit d'une petite fuite ou d'une étincelle pour qu'un gigantesque incendie éclate. C'est ce qui se produit dans une usine d'engrais le 17 avril 2013 dans l'ouest du Texas. L'incident fait 200 blessés et 14 morts, dont 12 pompiers et secouristes. Ces quelques pompiers simulent un incendie identique sur le terrain d'entraînement de Brayton. Ouvert depuis 1960, il fait partie du centre de formation de l'université A&M du Texas. Cette annexe, baptisée Disaster City, date de 1998. Crash d'avion, camion-citerne retourné, accident ferroviaire. Toutes les situations sont représentées ici, ainsi que des maquettes de sites industriels inflammables sur commande. Il existe très peu de terrains d'entraînement de ce genre dans le monde. C'est pourquoi il attire des pompiers et secouristes venus de tous les États-Unis et d'ailleurs. En 1901, une éruption d'un autre genre surprend le Texas. Elle va conduire à un boom économique sans précédent dans la région. Près de la frontière avec la Louisiane, aux abords de la ville de Beaumont, un geyser de 30 mètres de haut jaillit d'un puits de pétrole appelé
Spindletop. Une réplique est construite ici. Elle crache de l'eau pour donner la mesure de l'événement. Quand le puits est enfin refermé 9 jours plus tard, il baigne dans une immense mare de pétrole. Une nouvelle industrie est née. En 1930, la petite ville de Kilgore connaît un regain de vie grâce à la découverte de l'un des plus vastes champs pétrolifères du monde. En quelques semaines, les habitants ont plein de nouveaux voisins. Des derricks. Plus d'1 millier de puits de pétrole parsèment la ville, qui devient soudain l'endroit le plus prisé du Texas. Un puits est même creusé dans l'élégant sol en granit d'une banque. Un autre se trouve dans la cour de l'actuel lycée de Kilgore. Cette folie pétrolière ne dure pas longtemps. Dans les années 1940, l'or noir commence à se tarir. Mais les Texans sont déjà partis en chercher ailleurs et ont trouvé plus de pétrole qu'il n'en faut, loin à l'ouest de Kilgore. Ici, des milliers d'hectares d'anciens déserts ont été transformés par la quête d'un trésor enfoui. Ce paysage singulier est le bassin permien. Les pompes sont actionnées 24 heures sur 24 pour extraire le pétrole et le gaz naturel. N'importe quel puits creusé ici vaut de l'or. À l'époque préhistorique, ce bassin de 195 000 km² était sous la mer. Au fil des millénaires, d'immenses réserves de pétrole se sont créées dans la roche. Ce gisement a donné quasiment 30 milliards de barils depuis sa première exploitation dans les années 1920. Un dédale de pipeline souterrain permet d'acheminer le pétrole brut jusqu'aux raffineries. Parfois, de vieux pipelines remontent à la surface, comme ici dans le parc de Monahan Sand Hills. C'est la preuve d'un réseau très complexe d'infrastructures que personne ne voit jamais. Le premier boom dans le bassin permien s'essouffle dans les années 1980 en raison d'un surplus de pétrole sur le marché international. Mais en 2010, l'activité économique reprend en partie grâce à la nouvelle technique de fracturation hydraulique qui permet de forer plusieurs fois au même endroit. Mais cette méthode est très controversée car elle présente de sérieux risques pour l'environnement. Pendant le premier boom pétrolier, un certain George Bush Sr. emménage avec sa femme Barbara dans la ville de Midland. C'est dans cette maison qu'ils élèvent leurs fils Jeb et George W. Le pétrole du bassin permien enrichit George Bush à millions, avant qu'il ne s'engage en politique. L'ancienne maison des Bush est devenue un musée. Beaucoup de Texans devenus millionnaires grâce à l'or noir quittent l'ouest de l'État pour mener une vie plus flamboyante à l'est, dans la ville de Dallas. Dallas est célèbre dans le monde entier pour son clinquant et ses paillettes, et depuis 2009, elle l'est aussi pour son stade de football américain à l'architecture futuriste qui accueille l'équipe des Dallas Cowboys. D'après le richissime propriétaire Jerry Jones, ce stade gigantesque est à la mesure de son équipe texane. Il peut accueillir jusqu'à 105 000 spectateurs, possède un toit entièrement rétractable et des portes coulissantes en verre de 35 mètres de haut. Lors de son inauguration, les critiques fusent. De nombreux fans trouvent leur nouveau stade grandiose, mais ils auraient sans doute préféré qu'il ne se trouve pas à Arlington, à 30 km de Dallas.
Ce n'est pas le seul lieu emblématique qui se trouve hors de la ville. Le plus célèbre de tous est à 45 km au nord, dans la ville d'Allen. Entre 1978 et 1991, cette maison a été la propriété de la famille Ewing, héroïne du feuilleton télévisé Dallas. Pendant 357 épisodes, les Ewing se sont aimés, déchirés, trahis et assassinés dans cette maison. C'est à cette histoire créée de toutes pièces que l'élite fortunée de la ville de Dallas doit sa mauvaise réputation. Elle est depuis associée à une vie de débauche, d'excès et de luxure. Même si la plupart des épisodes ont été tournés à Los Angeles. Le feuilleton a été diffusé dans le monde entier et a fait 80 millions de fans. Mais Dallas est tristement célèbre pour un scénario autrement plus dramatique. Et cette fois, bien réel. L'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Le vendredi 22 novembre 1963, à 11h40, Air Force One se pose à l'aéroport de Dallas Love Field. À son bord, le président John Fitzgerald Kennedy et sa femme Jackie. Certains de ses proches collaborateurs lui ont déconseillé de faire ce voyage. Dallas est très conservatrice et ils craignent pour la sécurité du président. Mais JFK est persuadé de conquérir la ville, avec l'aide de sa charmante épouse. 15 minutes après l'atterrissage, les Kennedy sont en route pour un déjeuner avec les démocrates de la ville. Leur véhicule emprunte une route sinueuse, puis s'engage dans Main Street, Elm Street et enfin Dealey Plaza. Ils passent devant l'ancien dépôt de livres scolaires, à 12h29. Une minute plus tard, la décapotable présidentielle atteint l'emplacement aujourd'hui marqué d'une croix blanche, lorsque des coups de feu retentissent. JFK et le gouverneur du Texas, John Connally, sont touchés. Quelques secondes plus tard, leur véhicule roule à pleine vitesse vers l'ouest et rejoint l'autoroute. Ils bifurquent vers le nord en direction de l'hôpital Parkland, où les médecins apprennent l'arrivée du président, alors dans un état grave. La nouvelle de l'attentat se répand rapidement dans tout le pays. Les États-Unis sont sous le choc. À 13h, le président est déclaré mort. À 14h, Jackie Kennedy et des agents des services secrets repartent avec la dépouille présidentielle en direction de l'aéroport. À 14h46, l'avion présidentiel décolle. Le nouveau président Johnson est également à bord, après avoir prêté serment 10 minutes plus tôt. Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé du président, est déjà en garde à vue pour le meurtre d'un officier de police. Le lendemain, il est inculpé pour l'assassinat de Kennedy. Il est abattu à son tour 2 jours plus tard et emporte son secret dans la tombe. Après des années d'enquête, la théorie du complot reste l'hypothèse la plus probable, et non l'acte d'un tireur isolé. Les habitants de Dallas craignent que l'assassinat de JFK n'entache à jamais l'image de leur ville. L'architecte Philip Johnson est chargé de construire un mémorial en l'honneur du président. Il choisit comme symbole une pièce vide, ouverte sur le ciel. Un lieu solennel, où se remémorait un président adoré par la nation, et un jour tragique où l'histoire du pays a basculé. L'énigme de l'assassinat de JFK ne sera sans doute jamais résolue.
Mais d'autres mystères sont à l'étude dans une région reculée de l'ouest de l'État. L'observatoire McDonald de l'Université du Texas se dresse au sommet de cette colline. Ici, les astronomes explorent les secrets de l'univers, entre autres grâce au télescope Hobby-Eberly. Avec son miroir de 11 mètres, c'est l'un des plus grands télescopes optiques au monde. Il utilise une technologie de décodage de la lumière appelée spectroscopie. Elle permet d'analyser les propriétés des étoiles, des galaxies et de l'espace intersidéral. En 2002, il permet de découvrir la première exoplanète à l'intérieur d'un système binaire serré. Autrement dit, une planète plus grande que Jupiter, qui graviterait autour de deux étoiles très rapprochées. Les astronomes de l'observatoire continuent de découvrir de nouvelles planètes lointaines, de surveiller les supernovas et de mesurer la masse d'immenses trous noirs. Un lieu symbolique pour cet État d'Amérique dont l'emblème est l'étoile solitaire.